Est-ce que j'ai le son? Bonsoir. Merci infiniment et pardon parce que ce n'est pas poli. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être là encore parmi nous. J'en profite pour vous donner cette information qui vient de tomber par rapport aux places. Hein. C'est vrai que nous vous avons dit combien nous étions gênés de vous voir parfois assis, bien des cas assis par terre, debout, etc. Donc en fait, à partir de demain, nous pourrons également, vous pourrez en tout cas vous installer dans les salles qui sont à côté, celles du musée. On y mettra un écran, de telle sorte que tout le monde puisse s'installer d'une manière confortable, suivre ces séances et intervenir. Donc voilà, je suis en train de lire mes textos et je vous garantis que ce sont des salles magnifiques. Ce sont les salles Cinébal, salles du musée. Elles sont absolument remarquables. En plus, vous aurez l'occasion de les voir. Voilà, déjà ça, c'est pour le côté pratique. Jérôme de Cesse, bonjour. Voilà. Alors, comme vous le savez, au Forum de bioéthique, nous avons aussi des partitions artistiques avec des artistes alsaciens qui ont souhaité se joindre à nous pour apporter aussi leurs paroles dans leur art. Et cette fois, nous allons avoir le plaisir, mais vraiment un plaisir immense, en tout cas vous allez le voir, d'écouter le comédien Frédéric Solinto sur un texte qu'il a choisi. Frédéric, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce texte. Moi, j'avais parlé d'Artaud et toi, tu as pris celui-ci. Oui. Avant de commencer. Bonsoir. Il y a, en 2011, une commande qui m'avait été faite d'un texte poétique que je devais choisir. Et comme j'ai eu la chance d'en côtoyer des textes poétiques, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et on m'a conseillé de lire la poésie de Christophe Tarcos. Je ne connaissais pas Christophe Tarcos. Et ça a été un grand coup de foudre. C'est un poète majeur qui est parti tôt, mais je vous en parlerai dans le récit. Et c'est un poète qui s'est beaucoup agité, dont le cerveau, en tout cas, a été très en activité pendant trop peu de temps. Et je me propose, si vous le permettez, de vous lire un de ses derniers textes, justement, qui s'appelle « Je m'agite ». Je m'agite. Je ne me retiens plus. Je suis agité. Je pars dans tous les sens. Il n'y a plus de guide. Je ne sais plus où je suis. Ça ne tourne pas. Ça s'agite. Je suis nerveux. Je ne sais plus où tourner mon regard. Mes yeux ont tourné. Je me retourne. Je ne suis plus que de l'agitation, de la nervosité, des nerfs, des agitations incontrôlables, incontrôlées. Je ne me contrôle plus. Je m'agite. Je ne veux plus de moi. Je veux que cela parte. Je veux que si cela ne peut pas partir, que je soulève, que j'éloigne, que j'enlève, que j'arrête. Je peux tout arrêter. Je peux me faire mourir, je peux me suicider. Je vais me faire arrêter. Si je ne peux pas continuer, j'arrête tout. Je vais me faire disparaître, j'arrête, je coupe, je cesse, je meurs, je me tue, je suicide. Je m'agite, j'ai mal. Je n'arrête pas le mal en m'agitant, ça s'agite. Ça ne fait qu'accentuer l'agitation. Le mal agite. La douleur, comme précise, insinue, insiste, martèle, s'agite, je m'agite. Je n'arrête pas d'avoir mal. Le mal est là, je m'agite. Je ne veux que ça cesse. Je ne sais pas, je n'ai plus de moyen d'arrêter. Je ne vais plus pouvoir arrêter de ce qui s'agite, de ce qui se débat.
de ce qui ne veut pas être, de ce qui ne veut pas être, ce qui s'est accumulé, qu'il a accumulé, qu'il doit traîner, qu'il doit porter, de ce qu'il a vu tout, de ce qui s'est accumulé, de ce qui est devenu agité, de ce qui est devenu insupportable de le porter, de le voir porter, de le savoir collé à la peau pour toujours. Je m'agite, je suis nerveux, je veux la mort, je veux mourir, je ne peux plus continuer. C'est de continuer dans ces conditions qui est impossible. Quand c'est devenu impossible, il faut pouvoir arrêter. J'ai le pouvoir de le faire cesser. Je peux m'arrêter là. Je peux en finir. Je veux en finir là. Je veux m'arrêter, je veux mourir. Je suicide. Je ne veux plus qu'on me regarde. Je ne veux plus Dieu. Je ne veux plus porter mon regard sur moi. Je ne veux plus de regard. Je ne veux plus avoir Dieu. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus voir vivre. Je veux me voir mourir. Je veux me voir perdre la vue. Dans une seconde, ne plus rien voir. De ce qu'il veut pousser ses cheveux, de ce qu'il veut que ses cheveux poussent, de ce qu'il se sent avoir voir pousser ses cheveux, de ce qu'il veut voir ses cheveux pousser, sentir qu'ils poussent tous. Il veut qu'ils se rallongent, qu'ils soient encore plus longs, de ce qu'il veut avoir des cheveux longs qui ont poussé, qui les a sentis pousser et se sont rallongés. Les démons sont de bons contes qui font des cauchemars, qui font des délires, qui font des illusions, qui font délirer, qui font des frayeurs, qui font peur, qui font de grandes frayeurs, qui font glisser, qui font descendre, qui font tomber, qui font des histoires étranges, étrangement effrayantes, étrangement effroyables, à vouloir sortir, à vouloir en sortir. Je m'agite de la décision de ne plus être de la matière que je suis, de la matière dont je suis fait, de cette matière-là, de cette colle-là, de cette glu-là, de cette peau-là, de ce cœur-là. Si je ne peux plus être de cette façon-là, je n'ai pas d'autre solution que de repartir, que de rejoindre une autre matière, que de revenir en arrière, que de tout faire cesser. Ce qui ne pourrait pas continuer avec cette matière-là. Il bouge. Il s'agite. Je bouge. Je m'agite. Je ne veux pas crever. Il a une idée de comment s'en sortir, de comment se sauver. J'ai une idée de comment sortir. Je veux sortir, je vais sortir. Je vais trouver une solution pour m'en sortir. Je ne veux pas rester comme ça, à ne rien faire, à ne pas me sauver, à ne pas m'évader. Il ne sait pas. Je m'agite. Il ne sait pas. Je ne sais pas sur quoi je vais m'appuyer pour savoir, pour dire, pour appuyer ce que je suis. Il ne sait pas sur quoi s'appuyer pour dire ce qu'il est, pour savoir qui il est, pour prouver, pour s'appuyer. Je ne sais pas sur quoi je vais bientôt m'appuyer pour dire que je suis, pour savoir. Cette opération, 28 séances de chimiothérapie, troubles visuels, troubles de la mémoire, crise d'épilepsie, embolie pulmonaire, hypersomnolence, aucun effet sur la tumeur, toujours en évolution, paralysie côté droit, déficit plaquettes, récupération côté droit, lésion stable, tumeur en légère évolution, ostéoporose, 3 vertèbres tassées, hémiparésie droite, hémiparesthésie droite, hypersomnolence, tumeur en régression, tache suspecte, tumeur en évolution, dégénérescence du nerf optique, un rétablissement spectaculaire pendant l'été 2003 procure à ceux et à celles qui l'accompagnent un bonheur inouï. Quelques mois plus tard, tout espoir s'écroule. Christophe Tarkos est mort le 29 novembre 2004
à l'âge de 40 ans, d'une tumeur au cerveau. Merci. 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 Merci Frédéric, merci beaucoup. Justement, ça fait une transition avec notre table ronde, la dernière d'aujourd'hui, traiter le cerveau. Alors on a entendu énormément de choses circuler tout au long du forum, avec des termes aussi qui parfois faisaient peur, suscitaient des réactions d'interrogation du public, neurochirurgie, psychochirurgie, molécules, sismothérapie. En gros, il s'agit de savoir quelles sont les techniques et par quelle méthode on peut traiter le cerveau. Et bien évidemment, derrière, il y a les questions éthiques, c'est-à-dire à partir du moment où je touche le cerveau, j'interviens sur le cerveau. Est-ce qu'il y a une modification de la personne? Est-ce que le libre arbitre et puis le consentement de la personne est sollicité? Sauf de toutes sortes de questions qui traversent depuis lundi ce forum européen de bioéthique. Pour en parler avec nous, donc vous voyez qu'il y a un très très beau panel et toujours Gabrielle Apasti au rendez-vous au poste de grand témoin. Donc elle est doctorante à l'IGBMC. Et Bernard Berthier, je vais te laisser te présenter. On va te retrouver également. Bernard Berthier. Oui, donc je suis professeur à l'Université de Genève. Je suis philosophe, donc moitié au département de philosophie et moitié à la faculté de médecine où je m'occupe d'éthique biomédicale. Et puis bon, j'ai publié un certain nombre de choses sur les neurosciences et la neuroéthique et c'est probablement la raison pour laquelle je Avec me certitude trouve ici. même. Jérôme de 16. Bonsoir, je suis donc neurologue au CHU de Strasbourg et plus particulièrement impliqué dans les maladies neuro-inflammatoires et neuro-immunologiques et la sclérose en plaques et la pathologie que je traite en priorité. Philippe Boya. Philippe Boya, je suis directeur général au Conseil de l'Europe, de la Direction générale droits de l'homme et État de droit. Et j'ai le privilège d'avoir au sein de ma direction générale le domaine de la bioéthique, d'où ma présence ce soir. Et forcément, on va vouloir savoir de quelle manière on nous protège. À ma droite. Pierre Kerli, je suis neurochirurgien à Strasbourg, en charge du service de neurochirurgie qui est polyvalent. Mon dada à moi, c'est l'épilepsie et la chirurgie pédiatrique. Et enfin Marc Lévesque. Voilà, je suis neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière à Paris et mes domaines d'intérêt sont la chirurgie de la douleur, la radiochirurgie et la psychochirurgie, ce qui m'a amené un petit peu à m'intéresser à l'éthique. Voilà, alors on va commencer par vous, Marc Lévesque. Vous nous avez dit à plusieurs reprises, on en a discuté, y compris ici à la tribune, que la psychochirurgie en particulier, et je pensais ça qui traîne un petit peu dans l'imaginaire collectif, dans les mémoires, est entachée d'un passif très 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 lourd. Alors on peut peut-être le rappeler, ce qui s'est passé et pourquoi maintenant c'est un petit peu difficile, semble-t-il, de remonter un petit peu la pente, alors que ça peut apporter des solutions. Et deuxième question, des solutions à quoi? Ça fait beaucoup. Voilà. C'est vrai, non, c'est utile de connaître le passé là, pour comprendre un petit peu les enjeux actuels. La psychochirurgie, bon, intervenir sur le cerveau, c'est quelque chose d'ancien. Vous avez peut-être en tête ce tableau de Jérôme Bosch, là, l'extraction de pierre de la folie, c'est au Moyen-Âge. Il a fallu en fait le 19e siècle pour que l'on commence vraiment à faire un lien entre le cerveau et les comportements. On vous a parlé de Phineas Gage, là, le fameux ouvrier qui s'était vu enlever son lobe frontal avec sa baramine et qui après n'était plus le même. Gage n'était plus tout à fait Gage. Donc le 19e siècle correspond un petit peu à cette période où on fait un lien entre cerveau et comportement. Et en 1930, 1935, un Portugais du nom de Edgar Moniz, un Portugais assez célèbre, puisque c'est lui qui a inventé quelque chose que l'on connaît bien en médecine, qui est l'artériographie. Ça a également été le ministre des Affaires étrangères du Portugal, donc quelqu'un qui jouissait d'une aura internationale assez importante, a eu l'idée avec certains de ses collègues de déconnecter
le lobe préfrontal du reste du cerveau chez des malades psychiatriques. Alors, il faut contextualiser ça, c'était une époque où finalement il n'y avait pratiquement aucun, pour ainsi dire, aucun traitement psychiatrique efficace. Et comme ça, il a pu voir la transformation de d'aimants agités en d'aimants calmes. On assistait à cette période à beaucoup une véritable mutilation de la personnalité. Et dans les années 40, en fait, il y a un petit peu deux voies qui se sont distinguées. D'une part, une psychochirurgie qui a voulu être ambulatoire, qui a voulu être rapide, efficace. Et il y a notamment un Américain, Walter Freeman, qui en a fait un petit peu sa promotion. Et plutôt que ce soit une intervention chirurgicale, il soulevait la paupière et il enfonçait un pic à glace. Et par un mouvement un petit peu d'essuie-glace, il déconnectait le lobe frontal du reste du cerveau. Avec ou sans anesthésie? Alors, ça s'est fait sans anesthésie, puisque en fait, les patients on venait de découvrir quelques années auparavant l'électrochoc, et donc c'était un petit peu juste après l'effet sidérant qu'avait eu l'électrochoc qu'on procédait à ce geste mutilant. Donc ça s'est fait à grande échelle. Freeman a commencé à parcourir les États-Unis dans ce qui était convenu d'appeler sa lobotomobile, et il y a eu près de 4000 Américains qui ont été traités de la sorte, dont la fameuse fille et sœur de John Kennedy, Rosemary Kennedy. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on a vu de pire, et ça a été la voie sans doute la plus terrible dans laquelle la médecine, je pense, s'est fourvoyée. Et à côté de ça, il y a d'autres neurochirurgiens qui, voyant qu'il y avait quand même quelques résultats positifs, qu'on cherchait à faire des lésions beaucoup plus ciblées et dans des indications beaucoup plus précises. Et grâce à un nouvel outil qu'on connaissait à l'époque, qu'on commençait à connaître, qui était la stéréotaxie, on a pu de cette façon faire des lésions très ciblées et obtenir des résultats cliniques chez certains patients efficaces. Et c'est ce qui a permis à Edgar Moniz d'obtenir en 1949 le prix Nobel. Les choses ensuite se sont radicalement modifiées avec l'arrivée en 1954 là, du premier neuroleptique, la chlorpromazine. Et on a eu enfin un médicament efficace, et ce qui a fait que la psychochirurgie délabrante dont je vous ai parlé a totalement disparu. Et il y a une petite frange de la neurochirurgie, la psychochirurgie, qui a continué d'évoluer avec des techniques de plus en plus précises. Et aujourd'hui, la neuromodulation, c'est-à-dire la stimulation cérébrale profonde qu'on abordera sans doute. Oui, mais justement, par exemple, la stimulation cérébrale profonde, elle est appliquée, par exemple, dans quel type de pathologie? Nous sommes grand public, nous ne savons pas comment ça se passe. Pour quel type de pathologie? Pour guérir quoi? Actuellement, l'indication la plus commune, c'est la maladie de Parkinson. Après ce qu'on appelle la fin de la lune de miel, c'est-à-dire lorsque les médicaments à base de dopamine ont montré leurs limites et que les symptômes commencent à s'installer et que le patient est invalidé, on peut effectivement proposer cette technique qui vise en fait non pas à stimuler mais à inhiber du fait d'une fréquence assez haute une partie du cerveau qu'on appelle le noyau sous-thalamique qui dysfonctionne. D'accord. Et dans votre cas, Jérôme de Saz, donc vous nous avez bien dit votre spécialité, et puis si j'ai bonne mémoire, quand nous nous sommes parlé pour préparer ce débat, vous avez dit, dans ma discipline, il y a 20 ans, on disait que c'est une discipline contemplative, mais maintenant on a quand même beaucoup évolué, et on a des recherches très, très intéressantes. Est-ce que vous pouvez juste nous donner une idée sur l'horizon de la recherche, où elle en est? Et la deuxième question sera sur ce que vous avez soulevé d'ailleurs au téléphone, c'était la question du bénéfice et du risque. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai commencé la neurologie au début des années 90, beaucoup de mes confrères disaient c'est une belle discipline, mais c'est une discipline contemplative.
Et c'est vrai qu'on a vu arriver les premiers traitements dans les années 90, même dans la sclérose en plaques à la fin des années 90. Et à l'époque, on avait des traitements qui étaient relativement peu efficaces, puisqu'on arrivait à diminuer d'un tiers la fréquence des épisodes des poussées de sclérose en plaques. Donc quand les gens en faisaient 2 par an, on arrivait à ce qu'ils n'en fassent plus qu'1 par an ou 1 tous les 2 ans. Actuellement, on a des biothérapies qui nous permettent que les patients, en moyenne, fassent un épisode tous les 5 ans. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on n'a quand même pas éteint la maladie, mais réussi quand même d'énormes progrès. Alors ces progrès, ça amène la deuxième question. C'est vrai qu'on parle de biothérapie, c'est-à-dire qu'on bloque le système immunitaire et qu'il faut bien sûr faire très attention à ne pas faire le nid à d'autres maladies, puisque quand vous bloquez une partie du système immunitaire, le système immunitaire n'est pas que là pour nous donner des maladies auto-immunes, il est là aussi pour nous défendre contre des agressions. Et on voit parfois des maladies internes, comme la toxoplasmose, l'herpès, ou des choses qui sont là dans nos organismes et qui ne demandent rien à personne, qui se réveillent et qui peuvent, au niveau cérébral, donner des infections qui peuvent être plus graves que la maladie elle-même que vous traitez. Donc on a appris, et aussi de nos confrères qui utilisent aussi ces biothérapies comme les rhumatologues ou les gastro-entérologues, à manier ces thérapeutiques, à faire attention à leurs effets secondaires. Et c'est introduit depuis maintenant 5 ou 6 ans cette notion de rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que certes vous avez pour but de limiter l'évolution de la maladie, mais derrière, bien sûr, on ne veut pas rendre les patients plus malades qu'ils ne le sont. Et souvent, actuellement, et on souffre beaucoup de la médiatisation des quelques affaires d'effets secondaires, ou des quelques complications de la médecine qui viennent polluer l'effet bénéfique de nos médicaments. Et souvent dans la grande presse, on ne retient que les effets secondaires rares de certains médicaments, et certaines affaires sont venues, affaires scandaleuses, mais sont venues alimenter les craintes de certains. Et beaucoup de nos patients maintenant arrivent avec d'abord la crainte et après l'écoute de ce que va pouvoir leur apporter le médicament. Donc on a un gros travail à faire pour sécuriser les choses et pour bien expliquer qu'on fait des études, on y reviendra je pense dans le domaine de l'éthique, mais on fait beaucoup d'études maintenant qui sont très coordonnées, phase 1, phase 2, phase 3. On ne fait jamais une étude sans faire signer un consentement éclairé à un patient, consentement éclairé qui contient tous les risques, parfois trop même, jusqu'à un risque de 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000 qu'on ne devrait même pas préciser parce que le fait de traverser la rue est bien plus dangereux. Et donc c'est vraiment cette recherche est très encadrée et a permis d'aboutir actuellement dans la sclérose en plaques à la commercialisation de 10 médicaments différents, donc une avancée vraiment spectaculaire. Alors ça, c'est vraiment un point très important. Peut-être qu'on ne l'a pas encore suffisamment abordé au Forum européen de bioéthique. C'est le patient, les gens, d'une manière générale, les citoyens, comment leur niveau ou degré d'information, notamment avec Internet, et puis de quelle manière ils s'organisent aussi, à la fois pour peser sur vous, sur le corps médical, mais également sur la recherche en général. C'est vrai que ça a son poids également, hein, ça c'est clair. Tout à fait. Alors, je crois qu'une chose très importante, c'est la confiance qui peut s'installer entre le médecin et son patient. Et il faut être dans un climat sécurisant. Donc, on a créé, et j'en suis responsable à Strasbourg, le centre d'investigation clinique où on peut en toute sécurité faire des essais et le patient se sent tout de suite en confiance. Après, tout protocole, tout projet de recherche va démarrer par un consentement éclairé qui doit lister les avantages et les inconvénients d'une étude. Souvent, les patients me disent mais moi, être un cobaye, alors là, je les arrête tout de suite. Je leur dis il y a une grosse différence entre vous et un cobaye, 2 essentiellement. La première, c'est que le cobaye, on ne lui demande pas son avis. Et la deuxième, c'est qu'on le sacrifie à la fin de l'expérience, et ça, c'est pas prévu chez eux. Donc c'est vrai que c'est très important d'accompagner les patients et de leur expliquer que cette recherche, au bout du compte, elle a un bénéfice. Et là aussi, on a un rapport bénéfice-risque. Souvent, c'est la possibilité d'avoir un traitement avant les autres. Et cette recherche thérapeutique, elle doit être vraiment évaluée en rapport de bénéfice-risque. Et quand on est souvent à des études de phase 3, on a déjà bien essuyé les plâtres et on a déjà de bonnes certitudes sur la sécurité d'un médicament. Et on va aller à ce moment-là plus sur l'efficacité et l'amplitude de l'efficacité. Alors, Pierre-Édouard Kerli, chef de service de neurochirurgie au CHU Strasbourg, vous dites, en effet, nous avons un panel d'outils et de techniques, hein, mais il ne faut pas que l'on devienne dangereux. Et puis, vous posez la question financière, vous posez
D'emblée, vous êtes rentré dans les questions éthiques, la question financière, le temps que l'on a avec l'autre, ce qui pose problème et limite. Ça semble être des préoccupations très très fortes pour vous et chez vous en général. Oui, il y a quelque chose qui... C'est pour moi l'occasion de communiquer ça. C'est très important pour nous. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect technique qui est souvent, comment dire, un petit peu galvaudé, qui est mis en avant beaucoup. On a des technologies incroyables. On peut vous faire la liste si vous voulez. Enfin, vous avez déjà eu un aperçu, je crois, tout à l'heure. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut mettre en... comment on va dire, en action pour traiter quelqu'un. Je parle de chirurgie. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des patients dans la salle. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Et en plus, si vous voulez que je vous stresse encore plus, on est diffusé sur Internet, sur le site du Forum de bioéthique, sur le site des DNS, sur le site de Stras TV. Donc il y a tous ceux qui nous regardent aussi sur les ondes. Enfin non, sur le net, pardon. C'est absolument merveilleux. Donc on est capable de on pourrait être capable de mettre en œuvre des technologies absolument fantastiques. Bon alors ça peut être, vous savez, on parle beaucoup de robots en ce moment, c'est le dernier né de nos technologies, la stéréotaxie, on a évoqué. Tous ces moyens géométriques de précision. Maintenant, moi j'utilise le mot GPS pour naviguer dans le cerveau. On a un problème, vous savez, le cerveau c'est un truc en 3D, c'est pas plan, c'est pas un plan, c'est pas une carte sur une table, c'est en 3D, c'est extraordinairement compliqué quand on opère. Et donc on a les moyens, enfin on devrait avoir les moyens de mettre en œuvre beaucoup de technologies. Malheureusement, chaque technologie, donc souvent elle ne remplace pas la précédente, elle va s'ajouter. On est capable comme ça de dépenser. C'est comme énormément. les lois. Ouais, c'est comme les lois, exactement. On est capable de dépenser éventuellement, beaucoup d'argent pour se concentrer sur un traitement. Et il faut savoir, et je pense que c'est très intéressant de le dire ici, c'est que nous sommes limités. Nous sommes limités, et c'est normal. C'est pas une critique ou quoi. C'est normal. Notre société ne peut pas mettre en avant tout ce dont on rêverait, ou pas rêver, tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour les patients. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais évidemment, vous payez, vous payez des impôts, la sécurité sociale, vous savez. Donc, cette masse d'argent, elle est limitée. Et nous le ressentons fortement actuellement. Les gens sont très informés. Je suis ravi d'Internet. Internet, c'est merveilleux. Les patients qui ont qui ont été sur Internet avant de venir me voir en consultation, c'est fantastique parce qu'ils ont la trouille. Et moi, je peux les rassurer. Parce que sur Internet, et ça, c'est aussi un truc éthique. Vous voyez toutes sortes d'avis et aucun filtre. Et M. Dessès, c'est ce qu'il a dit, est vraiment très important. Le filtre final doit être dans la confiance qu'on pourrait apporter aux médecins. Et j'ai relu des trucs sur l'éthique avant de venir, l'éthique médicale. Et le fondement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, il se doit de soigner son patient. Mais on est aussi humain. Vous pouvez toucher tout. On est humain, complètement humain, exactement comme vous. Donc en fait, tout ce que vous avez, la jalousie, la peur, tous ces sentiments-là, on les a aussi. Parfois c'est Il vous arrive même d'être malade. Un égocentrisme illimité, je ne sais pas quoi encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malade, oui, pourquoi pas. C'est très utile pour un médecin d'avoir un jour été malade. Bref. Donc tout ça, c'est important. Donc la technologie, c'est une chose, mais donc, je vous l'ai dit, nous sommes limités. Les gens sont souvent mal informés. Et alors j'ai vu dans le titre, je peux continuer? J'ai vu dans le titre les lasers, ça c'est un mot qui est super. Les lasers, les robots, qu'est-ce qui va encore bien? Les sondes, opérer sans ouvrir la tête. Mais c'est pas le problème, excusez-moi. C'est pas le problème. Un bistouri qui s'appelle laser ou bistouri ou sonde ou sous IRM ou sous échographie ou sous tout ce que vous pouvez imaginer, c'est très bien, mais ça reste un bistouri. Et il faut simplement qu'on puisse le guider, qu'on puisse savoir ce qu'on fait, qu'on puisse proposer quelque chose d'intelligent avec ces armes-là.
opérer sans ouvrir, c'est un non-sens absolu. Bien sûr, on peut faire des rayons. Hein, monsieur manipule un appareil de radiothérapie stéréotaxique qui va, sans ouvrir, détruire une tumeur. C'est pas forcément le problème. C'est pas forcément le problème d'ouvrir. Il faut que l'indication, la méthode soit la bonne pour ce qu'on a à traiter. Et on va continuer quand même avec vous parce que vous avez aussi posé la question, vous êtes positionné vraiment comme un médecin sur le terrain avec des questions. Et puis vous avez dit, on vous imagine dans les urgences et vous dites, par exemple, quand on est dans les urgences, eh bien, voilà, il nous manque le temps, ça peut arriver la nuit, on doit prendre une décision, on n'a pas d'informations sur le patient, c'est pas le moment de réunir un comité d'éthique interne, ni un conseil d'administration pour décider, le médecin est face à lui. À lui, à la famille, au personnel soignant et évidemment en premier au patient, qui n'est pas toujours en état, quand il arrive nous voir, de pouvoir nous transmettre une volonté quelconque. Et je dois dire qu'il y a une chose qui doit arriver, ça aussi il faut comprendre. Quand un patient arrive en urgence dans l'hôpital de Strasbourg par exemple, la vision qu'on a de l'homme ou de la femme, de l'enfant qui est devant nous, elle est totalement dégradée. On a devant nous souvent quelqu'un qui eh bien, n'est pas, il n'est pas bien habillé avec la cravate, tout, vous voyez. Il sent pas bon parce qu'il a vomi partout et j'en passe. Il a peur, il est éventuellement dans le coma. On ne le reconnaît pas parce qu'on ne voit pas son visage. Il y a des tuyaux partout. L'image qu'on en a est dégradée. Il y a un énorme effort qu'il faut qu'on fasse, c'est de se dire que bon, finalement, ça pourrait être nous d'abord. Ça, c'est, je dis toujours, figurez-vous que ça pourrait être vous là, c'est une chose. Et il faut qu'on lui redonne vraiment figure humaine et se dire, pour cette personne là, je vais devoir mettre en œuvre, je vais me mobiliser. J'insiste sur ce fait. On est obligé, dans la situation où on est actuellement, dans les hôpitaux, c'est partout comme ça, de mobiliser énormément d'énergie pour soigner. Parce que vous imaginez que moi, je vais dire, hop, il me faut une IRM tout de suite là, hein, ou un scanner, hein, ou bien je veux tel ou tel examen, je veux mon bloc opératoire, j'ai un enfant avec une tumeur, je veux l'opérer rapidement. Iato, comme dirait... Hein, c'est difficile ça, c'est difficile. Il faut mobiliser les gens, il faut les convaincre que ce qu'on va faire va être bien. Hein, et tout ça, c'est une énergie, j'aimerais vous transmettre ça, c'est une énergie considérable qui est au quotidien et qui finit par être véritablement épuisante. Donc ça aussi, ça fait partie de l'éthique, me semble-t-il. On n'est pas toujours dans des conditions matérielles, psychologiques, dans nos hôpitaux actuellement, pour être performant par rapport à ce patient qui nous apparaît dégradé, je vous rappelle. Hein, ça m'arrive parfois ça m'arrive souvent de les revoir en consultation, puis je me dis, ouh là là, mais c'est qui Et une fois que les gens sont debout, habillés, s'ils viennent en consultation après, vous les reconnaissez plus, vous dites, c'est lui que j'avais sur le brancard, là, qui était une sorte, excusez-moi du terme, mais c'était proche de l'épave, et maintenant il vient me dire bonjour, comment ça va docteur, vous allez bien docteur, parce que, ouais, des trucs comme ça. Il faut que vous soyez conscient de ça. Il faut que vous soyez conscient de ça. C'est pas donner la santé. C'est pas donner. Il faut l'arracher. Alors, à ces questions, toutes ces questions éthiques que l'on entend quand même dans la bouche des uns et des autres. Et là, exprimées par les médecins, nous avons également souhaité les poursuivre, les approfondir avec un philosophe. Donc Bernard Bertschy, vous posez-vous la question, entre autres, hein, pas que celle-là, sur le cerveau, traiter le cerveau, et puis toutes les questions autour du cerveau, mais vous dites, on peut se poser la question sur l'identité personnelle. Qui est la vraie personne, sous médicament ou pas? Oui, cette petite remarque, je l'avais faite à propos d'un livre de Peter Kramer qui a déjà quelques années, Listening to Prozac,
et qui était dans le fond le premier livre d'un médecin qui racontait les expériences de ses patients avec le Prozac, qui est un médicament, je pense qu'il n'y a plus à présenter maintenant. Et il s'était rendu compte que les réponses sont très différentes, hein, mais aussi les réponses, je dirais, psychologiques. Certains de ces patients se sentaient moins eux-mêmes sous Prozac et d'autres plus eux-mêmes. Et il y a le fameux exemple, il en donne plusieurs, d'une jeune femme qui s'appelle Sally, qui est atteinte de ce qu'on appellerait aujourd'hui de phobie sociale, c'est-à-dire d'une timidité terrifiante qui l'empêchait d'avoir un métier gratifiant, qui faisait qu'elle n'avait pas d'amis, pas d'amants et qu'elle en souffrait. Et sous Prozac, métamorphose. Hein. C'est elle-même qui raconte, hein, et Kramer, elle s'est mise à être sûre d'elle-même, à pouvoir grader dans son métier, à oser s'approcher des hommes, à en séduire même quelques-uns, puisque maintenant nous autres faisons plus le travail, hein, et à finir à en épouser un. Bernard s'est filmé. J'oublie toujours. Et ensuite en épouser un, et après ça avait duré quelques mois tout ça, hein, même si aux États-Unis on est plus rapide que chez nous. Et son médecin lui dit, mais écoute Sally, quand même, il faudrait peut-être arrêter ce Prozac, maintenant tu es guéri. Et il a dit, ah non, pas du tout, je suis devenu moi-même. Et la question est intéressante parce que, effectivement, qui est la véritable Sally? Était-elle malade ou simplement très timide? Quelle est la différence entre le tempérament et la maladie? Et puis, mettons-nous dans la peau du mari de Sally. Qui a-t-il épousé? Je pense qu'il est très difficile de donner des réponses à ces questions, et surtout des réponses qui seraient généralisables. Mais ça nous montre effectivement que lorsqu'on traite le cerveau, et ça peut être par un médicament, mais ça peut être la stimulation cérébrale profonde pour les parkinsoniens a des effets sur l'humeur, le tempérament, sur les personnes. Une technique dont on n'a pas parlé, l'implantation de cellules souches fétales, il y a des essais là autour, notamment aussi sur Parkinson. Certains chercheurs se sont dit, mais si on transplantait la personnalité du fœtus dans la personne, alors peut-être que c'est des fantasmes là aussi, et peut-être qu'un peu d'analyse conceptuelle aiderait à mieux traiter le problème, mais il est clair que le cerveau n'est pas un organe comme un autre. Hein. Plusieurs fois, on a déjà dit, si on transplantait un cerveau, est-ce qu'on transplanterait un cerveau dans un corps ou un corps à un cerveau? On ne va pas le demander pour les reins. Le cœur, on l'aurait peut-être demandé à certaines époques. Et donc, l'identité personnelle est en jeu là-dedans. De même que ce qu'on appelait l'authenticité. Qui suis-je moi-même? Parce que c'est la question à laquelle ça va nous renvoyer. Question qu'on ne se pose peut-être pas forcément, mais si dans les cas où l'on tombe malade, où on a ce genre d'effet, dans le fond, on se voit renvoyer à soi-même, on se demande, mais qui suis-je moi véritablement? Et c'est une question que l'on peut tous se poser, malade ou pas malade, sous médicament ou non sous médicament. Et il y a un cas, je vais vous raconter une petite anecdote, mais je dirais une vignette puisqu'on est dans le domaine clinique. Il y a un patient qui justement s'était fait placer des électrodes pour Parkinson, c'est aux États-Unis, et il s'est senti beaucoup mieux avec ces électrodes, parce qu'on les ajuste ensuite les électrodes pour essayer d'arriver à réduire les symptômes et à éviter, bon, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais certains effets, ce qui peut être sur l'humeur, ou qui peut être des effets d'addiction qui peuvent être induits par ceci. Et le patient se sentait très très bien. Et le médecin lui a dit, bon, on va un peu baisser. Il a dit, ah non, pas du tout, vous allez me laisser là, maintenant je me sens vraiment heureux, j'ai vraiment du plaisir à vivre. Le médecin a dit, non, pas du tout, j'ai pas à faire votre plaisir, je diminue. Ça pose une question qui est proche de l'identité personnelle. Qui a autorité pour décider quelle est la quantité de bonheur à laquelle on a droit? Je crois des questions assez importantes pour que j'arrête pour l'instant. Non, mais il y en a encore une autre. Il y en a encore une autre que vous posez, elle est très importante aussi. Hein. Du moment que l'on peut modifier ses humeurs et ses émotions, on pourrait les rendre meilleures. Qu'est-ce que ça compterait comme amélioration du monde? Oui, alors là, c'est une question aussi très intéressante, qu'on avait soulevée déjà l'année passée. Hein. La différence entre la santé et l'amélioration, toute la question de human enhancement, enfin, puis le transhumanisme pour ceux qui veulent fantasmer très loin dans le futur. Mais il est clair que quand on agit sur le caractère et l'humeur des gens, on modifie leurs états mentaux, leurs états d'humeur, leurs états affectifs, leurs émotions. Et on pourrait dire que parfois, ce ne serait pas si mal que ça de les améliorer. Alors bon, les personnes qui ont mon âge comprendront très bien que, surtout quand on a un idéal de la personne qu'on aimerait être, après 60 ans d'efforts, l'efficacité est relative. On a dépensé des litres de sueur morale
pour un effet. Bon, et si on pouvait neuromoduler nos émotions? Je prends un cas plus précis. Il y a des individus, des personnes qui éprouvent des émotions racistes alors qu'ils savent très bien qu'elles n'ont aucun fondement cognitif, qu'elles n'ont aucune justification, mais c'est une sorte d'émotion viscérale. Hein. Est-ce que si on trouvait un moyen, et on n'en a pas pour l'instant, mais un moyen pharmacologique de supprimer ces émotions, est-ce que ces personnes ne seraient pas plus elles-mêmes, plus libres et peut-être plus morales? D'où la question, est-ce qu'une amélioration du comportement et des émotions d'une personne par un biais pharmacologique doit compter pour une amélioration morale? Amélioration qui, par ailleurs, on poursuit tous, hein, puisque l'éducation a ça pour but. L'éducation a pour but de permettre aux enfants de devenir des êtres moraux adultes et notamment de maîtriser leurs émotions, parce que, comme on le sait depuis l'Antiquité, la maîtrise des émotions, c'est quelque chose de difficile, mais quelque chose de nécessaire si on veut pouvoir se comporter moralement correctement en ayant les motivations correctes, puisque les émotions sont des motivateurs de premier plan. Alors Philippe Boyer, est-ce que nous sommes protégés ou que faites-vous pour nous protéger contre éventuellement des fantasmes ou alors des applications plus que dangereuses pour nous? Merci. Tout d'abord, pour donner une toile de fond à ce que je vais dire, je vais rappeler très brièvement que le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui regroupe 47 États et qui couvre 830 millions de citoyens et de citoyennes sur ce continent. Sa mission essentielle, c'est la protection et la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. On comprendra donc aisément que les questions liées à la biomédecine font partie intégrante de son mandat. Et le Conseil de l'Europe, en 1997, a adopté une convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qu'on appelle communément la convention d'Oviedo, de la ville espagnole où cette convention a été ouverte. Et cette convention règle toute une série de questions concernant la médecine, les relations entre le patient et son médecin, relations fondamentales, comme cela a été souligné tout à l'heure, ainsi que la recherche biomédicale. Et toute cette convention, de même que tous les travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de la médecine, de la biomédecine, des nouvelles technologies biomédicales, sont sous-tendus ces travaux par un principe fondamental selon lequel l'intérêt de l'être humain et la protection de sa dignité et de son intégrité, de son identité, doivent toujours prévaloir sur le seul intérêt de la science ou de la société. C'est un principe absolument fondamental. Et cette convention protège tout particulièrement les personnes les plus vulnérables, donc notamment les personnes atteintes de troubles mentaux. Il n'est nullement question pour le Conseil de l'Europe d'entraver les développements de la recherche, de la science qui apportent des bénéfices extraordinaires pour la santé de la population. Son rôle, c'est plutôt de poser, si vous me permettez cette expression, des garde-fous pour empêcher, pour prévenir les abus. Et dans ce domaine-là, il y a une question qui se trouve au centre du débat, c'est la question du consentement. Un consentement libre et éclairé. Alors le consentement, ce n'est pas simplement une signature ou un accord donné au bas d'un formulaire. Une de mes collègues me rappelait qu'aux États-Unis, c'est même des paraphes. Vous avez 58 pages, vous paraphez, et on dit voilà, c'est bon, j'ai donné mon consentement, le médecin est couvert, le chirurgien est couvert, il n'y aura pas d'action en justice. Non, le consentement, c'est un véritable processus qui vise à permettre à une personne de faire un choix individuel. Cela implique donc que la personne reçoive une information adéquate sur le but, sur la nature de l'intervention, ainsi que sur les conséquences et les risques potentiels de cette intervention. En plus, cette information préalable doit avoir un caractère adéquat, c'est-à-dire qu'elle doit être compréhensible pour la personne qui doit donner son consentement. Il faut utiliser un langage adapté aux connaissances
de cette personne. Si vous faisiez une démonstration scientifique à quelqu'un qui ne connaît rien en la matière, comment pourrait-il donner un consentement libre et éclairé? Il faut notamment lui dire quels seront l'objectif, les modalités de l'intervention, la nécessité ou au moins son utilité par rapport aux éventuels risques encourus, aux incommodités ou aux souffrances. Et on comprend aisément que lorsqu'il s'agit d'un consentement pour une intervention sur le cerveau, lorsqu'on est en présence d'un trouble sur le cerveau, la question du consentement se pose encore avec plus d'acuité. Est-ce que cette personne est vraiment en état de comprendre l'intervention, les risques, la nature de l'intervention que l'on va pratiquer sur elle? Et c'est la raison pour laquelle on a prévu dans cette convention toute une série de garanties supplémentaires pour, une fois encore, éviter les abus dans ce domaine. Et j'aimerais faire, sur cette première question, une deuxième réflexion qui me paraît très importante et qui a été faite tout à l'heure également. Lorsqu'on parle d'intervention sur le cerveau, et en particulier avec ces nouvelles technologies fascinantes, il faut bien le reconnaître, se pose la question de la limite entre le caractère thérapeutique de l'intervention et l'éventuel caractère de recherche. Est-ce qu'on est véritablement dans la thérapeutique? Est-ce qu'on va faire un geste médical, une intervention médicale pour améliorer la santé de la personne? Ou on est à la limite en disant, on ne sait pas encore exactement, on va quand même y aller, on est tout près de la recherche. Et là, évidemment, on a besoin de toute une série de garanties. Vous en avez parlé tout à l'heure, ce n'est pas un consentement usuel, il faut avoir des garanties qui peuvent, le cas échéant, faire intervenir des autorités extérieures pour être sûr qu'il n'y aura pas d'abus. Je m'arrête là. Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec vous, parce que j'imagine que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit, ne serait-ce que sur les risques et les garanties, peut-être. On a le problème de ce que vous avez dit est très important, et je pense qu'il faut séparer, on peut en discuter bien sûr, mais il faut séparer ce qui est fait en thérapeutique de ce qui est fait en recherche. Si quelque chose est important, c'est ça. Parce que, bien sûr, les deux peuvent être intimement liés, on est d'accord, mais enfin, moi j'interviens beaucoup en thérapeutique, j'interviens aussi en recherche. Alors, un petit mot pour le consentement, pour la recherche. Pour la recherche, le consentement, aux États-Unis, ils ont fait une espèce d'étude, il y a un score de compréhension du consentement. C'est assez rigolo. Il y a 4% des gens qui comprennent le consentement. D'accord? Donc, en fait, puisqu'il y a des psychologues qui reprennent après avec le patient et ils se rendent compte qu'il n'a rien compris au consentement. Il faut dire que parfois, quand je le lis moi, je n'arrive pas non plus. Bon, d'accord. Donc ça, c'est... Bon, moi, c'est honnête. Ça, c'est clair. Après, il y a le consentement. Donc là, on se place sur le plan de la recherche et je pense que... on est tous très encadrés dans ce domaine-là. Je pense que des garde-fous, il y en a quelques-uns. Encore que, il faut se méfier de l'industrie. Ça, on pourrait en reparler à l'occasion. Mais sur un plan thérapeutique, la démarche est la même. Il faut prévenir le patient. Et puis, il y a le mot tact et mesure qui est dans notre code de déontologie, qui est très important, puisqu'on... Si on fait la liste de toutes les complications possibles à n'importe quelle chirurgie, il n'y a personne ici qui se fera jamais opérer de quoi que ce soit. On est d'accord, hein? Et je pense que ça, c'est important. Et il y a la notion de risque. Parce que un patient, quand on l'informe, on va lui dire, écoutez, voilà, vous êtes malade. Attention, a priori, on ne soigne que des gens malades. Ça veut dire qu'on pense que l'évolution sans traitement est beaucoup plus pire que l'évolution avec traitement. C'est une base de notre métier. Je pense qu'il y a peut-être des exceptions, mais enfin, c'est une base. On soigne un patient malade. Tu parlais tout à l'heure de la psychochirurgie. Je ne suis pas du tout psychiatre, je ne comprends rien du tout, mais j'ai malheureusement pour moi vu un hôpital psychiatrique en Bosnie. Mais quand vous êtes passé là-bas, vous vous demandez pas si la lobotomie, ça peut être utile. Parce que personne d'entre vous n'a vu un patient en délire chronique longtemps sans médicaments. C'est très clair. C'est affreux, c'est absolument affreux.
Donc, il faut replacer toujours dans le contexte. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a affaire à dans mon cas le plus souvent, à des patients qui ont une maladie. Et notre but est bien d'améliorer cet état de maladie. Je pense que c'est vraiment très très important. Et ça nous différencie complètement de la séance précédente où on n'avait peut-être pas toujours affaire à des patients malades dans les laboratoires de psychologie. Ben heureusement, on est d'accord. Maintenant, quand vous arrivez devant votre patient, vous dites, écoutez, vous avez une maladie, Je pense pouvoir vous soigner au sens vrai du terme, soigner. Et ensuite, mais il y a des risques. Et là, je pense que, mais ça, il faut me dire, je crois que les gens ne me comprennent pas quand je dis le mot risque. Je ne sais pas si on peut faire une enquête là-dedans, dans le public, là, qui comprend le mot risque. Quand vous prenez un avion, hein, vous montez dans les marches, à partir de ce moment-là, vous êtes aux mains, en quelque sorte, d'une machine, et du pilote, et de l'équipage, et puis de la tour de contrôle, enfin tout le truc. Mais vous prenez un risque, on est bien d'accord, tout le monde me comprend. Si vous rentrez dans un bateau, moi j'aime pas les bateaux, vous prenez un risque, il pourrait couler ce bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Quand on vient au monde aussi. Pardon? Même quand on est en vie, on vient au monde. Oui, la vie est une maladie, un état de risque permanent. Oui, vous prenez la voiture, vous venez à une conférence comme ça, vous prenez un risque. Ah bah oui, ça. J'avoue que par moment, on a eu peur. Hein. Voilà. Moi aussi. Ouais. Et donc, en fait, vous prenez un risque. Et je dois dire que ce mot, il passe très très mal, et j'ai l'impression, mais j'ai peut-être une fausse impression, il passe très mal. Je dis, vous risquez quelque chose. Et alors là, moi, pour mes étudiants, je dis toujours, c'est la punaise. C'est comme si vous enfoncez une punaise, la paf, dans la cervelle du patient. Il ne comprend plus que ça. Écoutez, vous avez 0,5%, 1 sur 200, d'avoir une hémiplégie. Il va m'opérer, je vais être paralysé. Oui, c'est possible, on fera tout pour éviter, mais c'est possible. Est-ce que cette notion de risque vous apparaît raisonnable, expliquée comme ça? Par contre, le patient qui vient nous voir, il ne faut pas oublier qu'il a une maladie. Il n'est pas comme vous assis là, en train de dire que c'est ce rigolo qui nous parle, là, tout va bien. Il vit un drame, et puis, en ce qui me concerne, il a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Et quand quelqu'un a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau, son appréhension, je pense que vous l'avez déjà entendu pas mal de fois aujourd'hui, son appréhension de la réalité, dans son raisonnement, son jugement, sa mémoire, enfin tout ce qu'on a de bien, peut être altéré. D'accord. Et donc, on va faire peur parfois aux gens. Et donc, tout va disparaître à partir du moment où je vais dire, voilà, il y a un risque, et je le dis, et je suis obligé par la loi, comment dire, je suis obligé de dire ça, hein, c'est très important, sinon je suis puni, je vais chez le juge et tout. Eh bien, en fait, non mais c'est vrai, hein, je ne rigole pas. Et en fait, je peux induire dans mon patient une telle peur, d'abord qu'il ne va rien entendre d'autre, après je vais lui parler de la phlébite, mais il ne va rien entendre d'autre qu'un mot, et parfois ce n'est pas celui que moi j'estime le plus important. Ça c'est un vrai problème de la communication. Marc Lévesque, vous souhaitiez intervenir sur notion de risque ou autre? Ouais, sur le risque. Et le risque, pour revenir en fait à la stimulation cérébrale profonde, puisque c'était l'exemple que vous preniez, l'avantage par rapport à ce risque, c'est qu'on a cette possibilité de faire marche en arrière, dans la mesure où, si finalement on a une modification de la personnalité, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois avec des techniques lésionnelles, on peut modifier les paramètres, et puis si vraiment ça ne va pas du tout, on peut arrêter le stimulateur. C'est une première chose. Dans le consentement, on peut expliquer au patient que si finalement il y a des effets indésirables sur sa personnalité, il y a quand même des grandes chances que ces effets soient réversibles. Cela étant, on a des surprises. Et c'est également ces surprises, ces complications qui permettent d'une certaine façon de faire, quand il ne s'agit pas de complications graves, de faire progresser nos connaissances du cerveau. Et pour ça, la stimulation cérébrale profonde, elle nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de certaines parties du cerveau. Je vais prendre un exemple. Il y a des patients parkinsoniens qu'on a
opérés et qui avaient également des TOC. Et on s'est aperçu, suite à la stimulation, qu'ils n'étaient peut-être pas beaucoup améliorés au niveau de leur Parkinson, mais ils étaient guéris de leur TOC. Alors, il y a eu un cas, il y a un deuxième cas, et finalement, ça a donné lieu à un programme de recherche sur cette cible du noyau sous-thalamique dans les TOC. C'est un exemple de ce qu'on appelle en médecine la sérendipité, c'est-à-dire qu'un résultat qui n'était pas forcément attendu, si on sait l'exploiter avec une certaine sagacité, on peut l'utiliser. Donc parfois, les complications, les effets attendus, les effets inattendus peuvent être utiles. Et alors, il y a peut-être un petit peu pour être un petit peu taquin, et puis au nom de la parité, là, je rebondirai sur le propos de M. Bertschy, par rapport à cette femme-là qui avait vu sa personnalité se modifier suite à la prise du Prozac. Et même s'épanouir. En écho, j'ai un exemple qui m'est arrivé durant mon service militaire, où j'ai fait de la médecine générale, où j'ai eu à prescrire du Viagra chez un homme qui avait des dysfonctions érectiles. Il est revenu me voir, il m'a dit « Docteur, c'est formidable, ça continuait même sous la douche. » Et ensuite, il ajoute « Vous vous rendez compte, j'ai plus de relation qu'avec ma femme. » Donc, pour dire que finalement, c'est pas seulement en agissant sur le cerveau qu'on peut forcément agir sur les comportements. Et voilà, c'est une autre, plus un sourire que... Alors, Philippe Boyer, puis après, oui, Bernard Bertschy, ensuite on va donner la parole à la salle. Je signale aussi juste qu'il y a parmi nous également au premier rang Laurent Seulwolf, qui dirige la division de bioéthique du Conseil de l'Europe. Laurent Seulwolf également, qui est membre fondateur chez nous, qui est parmi les membres fondateurs chez nous du Forum européen de bioéthique. Alors peut-être qu'on pourra profiter aussi de ton expertise tout à l'heure au niveau européen. On va te mettre à contribution. Oui, Philippe Boyard. Laurent est le pilier sur lequel reposent tous les travaux de bioéthique au sein du Conseil de l'Europe. Donc, merci de l'avoir salué en particulier. Je voulais faire 3 observations. Quand je vous écoute, j'entends un petit peu les orateurs qui m'ont précédé au meilleur des mondes d'Huxley. Il fallait donner les pilules qui faisaient que tout le monde était heureux. Ni trop malheureux, ni trop heureux, mais tout le monde vit dans une espèce de no man's land où on est au fond assez content de soi-même. Il faudrait peut-être relire, il y a des idées à en tirer. Le risque, évidemment, je ne peux que partager ce que vous avez dit. Si la communication n'est pas adaptée à l'état du patient, à l'état de la personne qui doit subir l'intervention, la personne peut se focaliser sur un terme qui va la paniquer, elle ne veut plus en entendre parler alors que l'intervention serait de nature à l'aider de façon substantielle. Alors, le risque, je viens au risque. C'est vrai, la vie est faite de risques. Traverser la rue, c'est un risque. Je peux me faire écraser, mais si je regarde bien à droite, à gauche, à nouveau à droite et que je traverse, je limite les risques. Donc, je pense que dans le domaine de la médecine et dans le domaine des interventions dont nous parlons aujourd'hui, il doit y avoir une proportionnalité entre un risque potentiel et le bénéfice escompté pour le patient. Parce que s'il n'y a pas de ce principe de proportionnalité, il ne faudra jamais pratiquer cette intervention, ça nous conduirait à de véritables catastrophes. Et puis une dernière observation, c'est vrai que toutes ces nouvelles technologies ont été développées à des fins thérapeutiques, pour soigner. Mais on a vu tout de suite la récupération qui en a été faite dans des domaines totalement étrangers à la médecine et sans aucune finalité thérapeutique. On citait dans le domaine pénal l'utilisation de l'imagerie cérébrale qui est plus que contestable, la stimulation extracérébrale pour améliorer ses performances, pour augmenter ses capacités cognitives. Donc avant même que ces techniques ne soient validées sur le plan médical, l'industrie s'en sert déjà. On m'a dit qu'il y avait des ventes de casques de stimulation extracérébrale pour améliorer ses capacités lorsque l'on joue à des jeux électroniques. Et ça, évidemment, ce sont des dérives qui sont inacceptables. Bernard Bertschy. Oui, 2 remarques. Bon, c'est vrai qu'on a légèrement débordé sur la question de l'amélioration de l'être humain parce que qui suis-je et qu'est-ce que ça veut dire m'améliorer? Et d'un autre côté, s'améliorer était le but
que la morale et la civilisation nous proposent depuis l'aube de l'humanité, devenir meilleur, arriver à être plus performant, et ce n'est pas de nos jours qu'on est en train de changer de discours. Et donc là, on a des techniques, effectivement, qui pourraient potentiellement, en tout cas, être mises au point de l'amélioration de l'être humain. Par exemple, il y a certaines substances qui vous permettent de rester éveillé 3 jours, ce qui est bon pour préparer ses examens. Voilà. Ou le forum de bioéthique. Ou le forum de bioéthique. Mais ce que je voulais dire principalement, c'est que, bon, plusieurs fois on a parlé de risques et bénéfices. Ici, le risque est de 1%. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 100 pour qui il aura été de 100%. Et c'est très difficile pour nous de raisonner en évaluant le risque et le bénéfice. Et donc, ce n'est pas surprenant que, d'une certaine manière, il y ait des frustrations, dans ce domaine comme dans le domaine médical en général. Hein, on n'est pas bon pour évaluer. Et donc, il est très difficile de prendre des décisions quand on nous fait peser le pour et le risque. Certes, pour le médecin, une chance sur 100 d'accident, c'est pas grand-chose, c'est 99 patients guéris et un pas guéri. Mais pour le patient, s'il est dans le 1, pour lui, c'est la catastrophe complète. Et voilà, il faut simplement savoir qu'on a des limites cognitives. Et c'est pas étonnant que les patients comprennent mal ce qu'on leur raconte quand ils sont sous stress. Il faut y être attentif et il faut essayer d'améliorer la communication. Et bon, ma foi, on a des limites qui sont liées à les limites de la psychologie humaine et de la fragilité humaine qu'il faut accepter et qu'il faut essayer de gérer comme on peut. Notre grand témoin, Gabriel Apassi. Me prenez un micro, il est là, c'est pour vous. Puis on va passer à la salle. Hein. En fait, on vous écoute. Donc, en fait, j'aimerais poser... Excusez-moi, il y a juste quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe? Est-ce que c'est à l'extérieur ou ici, on a un fond un retour qui est très désagréable pour nous? Parce qu'on entend des conversations, chuchotements. C'est peut-être dans la tête, hein, je ne sais pas. Vous nous dites, rassurez-nous. Non, mais je sais bien. Gabriella. Ok. Donc, en fait, j'aimerais poser une question d'un différent côté. En fait, vous avez bien discuté de côté de risque, prendre le risque d'un traitement ou pas, de côté de responsabilité des médecins. Mais en fait, quel est le cas lorsque, dans ces cas, les malades, la plupart des cas, peuvent bien décider s'ils veulent venir chercher un médecin ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un malade qui perd son autonomie doucement, par exemple, grâce à une maladie, ou s'ils ne sont pas eux-mêmes, s'ils ne savent pas bien réfléchir par rapport d'eux-mêmes, qui a de droit, selon la loi et selon la morale, à décider au lieu d'eux, à prendre un traitement, à intervenir ou pas, et sur quel niveau on peut intervenir. Qui décide pour lui à ce moment-là, c'est ça? Oui. Hein? Peut-être on peut partir de votre pratique à vous, messieurs. Vous voulez une réponse assez simple. Bon, quand le patient est dans le coma, nous, ça nous arrive, c'est pas tous les jours, mais presque, oui. Eh bien, en fait, il n'est pas capable de décider, donc on doit recueillir le consentement. Soit on sait qu'il a décidé certaines choses de son vivant, qu'il les a notées, tout ça. Vous voyez, c'est très important, qu'on ne retrouve pas forcément, parce que tout le monde n'a pas des accidents avec tous ses papiers sur soi. Il faut qu'on demande à la famille ou aux proches. Alors là, c'est fantastique les consultations parce que, enfin, on a eu le cas l'autre jour. On a soigné la dame. Tout le monde nous dit il faut la soigner jusqu'au bout, on y va. Et puis elle s'en sort. Et là, la famille qui se retourne un petit peu contre nous en disant mais en fait nous on l'avait déjà vue, puis elle a une belle maison. Et on est obligé de se méfier de l'avis de l'entourage. Bah oui, parce que... Non, mais ne le réanimez pas, hein, ne le réanimez pas. Bah oui. C'est horrible, mais c'est du quotidien, ça. Enfin, du quotidien, non, mais c'est dû à la pratique, quoi. Donc il faut faire attention qui on a en face et quels sont les intérêts. Il faut essayer de deviner les intérêts. C'est assez fantastique. Voilà. Je crois qu'il y a deux choses qui ont été mises en avant en France ces dernières années qui sont très importantes, c'est les directives anticipées et c'est la personne de confiance. Malheureusement, on s'aperçoit que dans les services, le plus souvent dans les dossiers des patients, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est comme le don d'organes. Si on fait un sondage, 90% des personnes peut-être dans cette salle sont d'accord pour le don d'organes, mais personne ne l'a signalé à personne. Et donc, s'il nous arrive quelque chose, voilà, vos proches ne savent pas. Donc, c'est quelque chose de très, très important, c'est directives anticipées.
Et cette personne de confiance, ça s'est amélioré ces dernières années grâce à des lois et grâce aussi à des enseignements dans les facultés de médecine, mais c'est quelque chose qui devrait faire partie du droit civique, qui devrait être enseigné, pas dès la maternelle, mais presque au collège, pour que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça. Et on est seul à avoir le droit de décider pour nous-mêmes. Et on se retrouve trop souvent dans des situations, comme l'a dit Pierre Carly, où finalement on n'est pas trop sûr, même la famille, finalement, est-ce qu'ils se sont vraiment concertés, et un enfant va dire quelque chose, une autre personne va dire, bon, actuellement dans les médias on entend beaucoup parler de cette histoire de discordance entre les parents et l'épouse d'un malade en fin de vie maintenu artificiellement. Donc ces situations devraient pouvoir être anticipées, c'est absolument important. Et en neurologie, en neurochirurgie et dans les maladies du cerveau, c'est particulièrement important, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de personnes perdent progressivement ou brutalement leur libre arbitre. Alors, si je puis peut-être juste ajouter, parce que la Oui, Convention allez-y, oui, bien sûr. d'Oviedo traite Oui. spécifiquement le problème du cas d'urgence. Et lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le consentement approprié, dont je vous parlais lors de ma première intervention, la Convention est claire, il peut être immédiatement procédé à toute intervention, mais c'est clairement dit, médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. Indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. Il va de soi que l'accord de la famille, si la personne n'est pas du tout en état de donner son accord, doit être obtenu. Et ce qu'on oublie parfois, c'est de demander si la personne concernée avait auparavant dit ce qu'il faudrait faire dans une telle situation. Patrick Gaudret. Oui, moi je voulais remercier les praticiens là, qui nous ont parlé avec beaucoup d'humanité de ce qu'ils étaient obligés de décider et faire. Ils nous ont parlé également de la difficulté qu'il y avait à comprendre ce qu'était un risque. Donc, parce que personne ne comprend ce qu'est une probabilité et comment elle peut ne pas s'appliquer à nous. Voilà. Et en fait, on a abordé la question du bénéfice et du risque et du rapport bénéfice-risque. Il me semble que là, dans cette dimension-là, on est plus dans une question de théorie du choix rationnel que dans une question d'éthique. Il me semble que si on réduit l'éthique à l'évaluation d'un bénéfice, d'un rapport bénéfice-risque, on a manqué beaucoup de choses. Parce que le bénéfice, on peut le relier éventuellement à un des principes cardinaux qui est la bienfaisance. Le risque, on peut le relier éventuellement à un des principes cardinaux qui est la non-malfaisance. Quid des autres et quid surtout du fait que l'éthique se situe sournoisement à l'intersection de ces piliers cardinaux de l'éthique, et elle ne se situe certainement pas dans l'un ou l'autre. Donc réduire l'éthique pour moi à un rapport bénéfice-risque est un tantinet réducteur et peut nous empêcher éventuellement de prendre en compte réellement le bien de la personne. L'avez-vous réduit, Tesla? Oui, mais allez-y, vous avez des micros, vous intervenez Oui, quand vous voulez. Il y a peut-être un malentendu. Il est clair qu'en présence d'un patient qui a sa capacité de discernement, il faut obtenir en toute hypothèse son consentement. On ne parle plus de risque de bénéfice pour la santé, c'est le patient, une fois bien informé, une fois qu'il a été éclairé, qui va prendre une décision individuelle, oui ou non. Ça relève de son libre arbitre. Dans une telle situation, c'est à lui de faire l'estimation. Je ne vois pas vraiment le problème éthique, peut-être que je l'ai mal compris, oui. Mais si on parle d'un patient qui a toutes ses facultés intellectuelles, c'est lui qui décide. Il est le seul à pouvoir dire oui ou non. Sauf qu'il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis, il est droit de reprendre, de retirer son consentement, c'est tout à fait clair. Alors, Pierre-Édouard Calais. Excusez-moi, mais plus profondément, et c'est pour ça que je pense que l'éthique, elle est à tous les niveaux, mais personne n'a jamais d'avis tranché. Là, encore une fois, on est dans une atmosphère presque feutrée. Et en fait, mais non, mais c'est pas la même chose quand je vais vous dire, écoutez, monsieur, voilà, vous avez une tumeur dans le cerveau. Alors là, je pense que même si la personne, disons,
en câblage, en neurones et tout, est capable normalement d'entendre tout ça, mais elle ne va plus l'être à partir du moment où on a mis la punaise là. Et en fait, et alors monsieur, c'est très, très important. Donc on a discuté, on en discute souvent en oncologie, donc en traitement des cancers. Pour moi, c'est la tête, bon, le cerveau. On a fait une étude qui consiste à demander aux gens jusqu'où ils voulaient aller. Alors au début de la maladie, non mais docteur, vous arrêterez quand ça ira plus. D'accord? C'est très précis. Et il nous donne des critères. Et au fur et à mesure du traitement, par exemple, est-ce que vous supporterez la chimiothérapie? Jamais de chimiothérapie. Bon. Après la 3e cure qui a reloupé, 95% des gens demandent encore la suivante. Demandent, quand on leur pose la question. Donc je veux dire par là que tant qu'on n'est pas dans la peau du patient, faut essayer de le comprendre. Et là, ce que vous dites, c'est pas linéaire, c'est un truc continu. L'éthique, elle est continue dans la prise en charge du patient. Dans les traitements qu'on a, on va vous dire, vous avez de la chimiothérapie. Alors, on a des discussions. Ils sont là, mes collègues oncologues, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. J'espère traduire leurs pensées en disant c'est affreux parfois, parce qu'on va leur faire des trucs auxquels on ne croit plus du tout. Mais on peut pas s'arrêter. Vous voulez dire à quelqu'un, écoutez, mon bon monsieur, maintenant c'est foutu là. Hein. Comment vous expliquez ça? Est-ce que je suis éthique en mentant? Moi je mens. Bon, enfin pas tout le monde. Non. Oui, non, il y a une dame, après je te passe la parole. Oui, madame. Oui, je vais aller rapide. Je voulais ajouter aux différentes modalités de possibilités d'expression de la volonté, lorsque justement on n'est plus en état de l'exprimer, un 3e outil juridique qui est le mandat de protection future, auquel d'ailleurs dont on parle peu, puisque voilà, je me permets de l'exposer, qui est en fait, ça peut être fait par un acte notarié, et c'est souvent d'ailleurs un acte notarié, dans lequel on peut prévoir justement non seulement des dispositions, mais également donner mandat à quelqu'un de décider pour vous. Alors l'intérêt, c'est que les dispositions directives anticipées ont des délais réduits, si j'ose dire, il faudrait les renouveler régulièrement, on va y penser ou pas. La personne de confiance, c'est encore un peu différent. Le mandat de protection future, c'est vraiment permettre à quelqu'un de décider en vos lieux et places, et ça peut être tout à fait d'ailleurs à quelqu'un ou de la famille ou étranger, peu importe. Et comme je disais également déjà, ça peut s'articuler aussi en fonction de la personne, si elle a un problème mental qui fait qu'elle est sous tutelle, avec le problème de la présence du gérant de tutelle, des magistrats, etc. Alors pour finir sur une note d'humour, si vous me le permettez, je viens enfin de comprendre quelque chose qui m'avait perturbé par rapport à la mythologie. Vous savez que Zeus, si j'ose dire, a sorti Athéna de son cerveau. Alors j'ai compris, c'était des cellules souches de fœtus mythologiques. Alors, Le bouclier a eu du mal à passer quand même. Laurence Elbeuf. Merci. La discussion qui a eu lieu avec notamment la question de la proportionnalité appelle une réflexion de ma part. Il me semble qu'il ne faut pas confondre l'éthique, qui est à mon sens une réflexion sur les enjeux pour l'homme d'un certain nombre d'applications, les principes qui peuvent être résultés de cette réflexion, qui sont effectivement des garde-fous, ou bien des critères qui vont être indispensables à une prise de décision, mais en aucun cas apporter une réponse à une situation individuelle. Et je pense que c'est important, la singularité de chaque situation. Je pense que les témoignages que vous avez donnés dans votre pratique quotidienne montrent bien la complexité des choses. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et ce n'est pas aussi simple pour personne, ni pour vous d'ailleurs, ni pour le patient. Mais encore une fois, ne pas confondre ce qui est une réflexion de ce qui peut résulter de cette réflexion comme principe essentiel, hein, et puis ce qui va être, à l'intérieur de ce cadre-là, une réponse à une situation dans toute sa singularité. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Merci. Juste peut-être pour répondre. Pardon, attends. Oui, juste pour répondre très rapidement, c'est vrai que ces réflexions sur ce qu'on appelle les principes de la bioéthique, respect de l'autonomie, etc., ont été édictés dans un mouvement de protection du patient face à l'arbitraire médical. Et donc on a affirmé l'indispensabilité du consentement libre et éclairé du patient, mais évident qu'il y a de multiples situations où l'obtention de ce consentement est extrêmement difficile, mais c'est dans le fond une espèce de garde-fou. Et il y a aussi l'idée que même si quelqu'un ne peut pas décider, ce n'est pas ipso facto au médecin de prendre la décision,
mais on essaie de trouver effectivement des jugements substitués, etc. Alors on peut peut-être regretter qu'il y ait une certaine méfiance vis-à-vis du corps médical qui s'est parfois installé à cette occasion-là, mais l'idée était effectivement de préserver, comme on dit, l'autonomie, c'est-à-dire la sphère du patient dans lequel c'est lui qui doit avoir autorité pour décider ce qu'il veut faire de sa vie dans l'idéal et quand il peut encore le faire. Monsieur. Oui, bonjour, Pierre Frelich, je suis médecin de rééducation et je m'occupe des patients qui sortent de coma suite à des traumatismes et malheureusement aussi de patients qui sortent des interventions parfois de l'équipe de neurochirurgie de Strasbourg et qui, interventions malheureusement, sont compliquées et parfois le réveil n'est pas facile. J'avais 2 réflexions. La première, c'est le droit à changer d'avis. J'ai beaucoup de patients sportifs, pour eux c'est clair, jamais un légume dans un lit, d'accord ? Et puis qui finalement se retrouvent tétraplégiques ou plus encore en situation de locked-in syndrome, c'est-à-dire ne pouvant plus du tout s'exprimer à part par le mouvement des yeux et qui, au bout de quelques mois, sont relativement heureux de vivre, d'être avec leur famille et qui retournent chez eux à domicile dans une situation, bien sûr pas de bonheur parfait, mais dans une situation tout à fait acceptable pour eux. L'autre réflexion, c'était aussi qu'est-ce que le risque acceptable ? Bien entendu, si Pierre Kerli parle à son patient et lui dit ben voilà, vous avez un risque de 1% de vous retrouver paralysé dans un lit et plus personne ne s'occupera de vous, à ce moment-là, oui, c'est terrible. Si par contre la société, parce que ça le concerne tous, et je pense que si le Forum de bioéthique peut mettre ça en évidence, si la société accepte qu'une personne, même paralysée dans un lit, reste un être humain à part entière, d'autant plus humain et d'autant plus dépendant, il faut s'occuper de lui. Et si on peut lui dire, ben voilà, vous risquez d'être paralysé, mais si jamais vous êtes paralysé, vous aurez une équipe de rééducation qui vous suivra. Vous aurez une équipe de rééducation, des psychologues qui suivront votre famille pour vous aider à passer cet instant absolument terrible qui va vous arriver, mais qui pourra peut-être vous redonner un goût à une vie future qui ne sera pas celle que vous attendiez avant, mais la vie qu'on attend de nos enfants, parfois, ce n'est pas celle qu'on y voit. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. La place de la société, c'est aussi de rendre le risque acceptable. Merci. Je vais me permettre de poser une question. Je suis d'accord avec la distinction que fait Laurence Voff entre les principes et la décision individuelle au cas par cas. La décision individuelle au cas par cas s'adaptant à chaque patient en fonction d'une multitude d'ingrédients, si j'ose dire, et dont on peut dire qu'elle se prend selon des principes éthiques, mais ce n'est pas l'éthique qui peut nous dire ce qu'on doit faire avec tel ou tel patient. Ça, c'est d'accord, tant qu'on parle de maladie. Mais je connais des gens qui seraient susceptibles de venir demander une action sur le cerveau, en pleine conscience, si j'ose dire, alors qu'ils ne sont pas malades ou qu'ils estiment qu'on pourrait les améliorer. Et je vais prendre un seul exemple. Si on m'avait dit quand j'étais jeune qu'un jour il y a des gens qui prennent des médicaments pour améliorer leur érection et leur performance sexuelle, j'aurais dit mais vous êtes fous. Or aujourd'hui c'est un des médicaments les plus vendus et c'est un médicament qui porte sur le comportement. Donc ma question est la suivante. Est-ce que l'éthique n'est pas un peu là pour dire, parce que dire on va limiter les interventions sur le cerveau à ce qui est maladie et éliminer ce qui n'est pas maladie, je tiens pour impossible de faire cette distinction, parce qu'on aura toujours des états borderline où on ne sera pas capable. Se réfugier derrière, on ne se sert de la médecine que pour les choses médicales, soyons clairs, on se cache derrière notre petit doigt. Donc ma question est la suivante, s'adresse à qui veut y répondre, c'est quid des principes éthiques lorsque les gens viendront nous demander des interventions sur le cerveau qui ne concernent pas stricto sensu des maladies. Bernard Berthier. Oui, juste mentionner un article qui a été écrit par un auteur américain, mais peu importe, qui a fait une comparaison entre la chirurgie esthétique et ce qu'il appelle la neurologie cosmétique. Et il a montré, je crois, un article vraiment intéressant, que quand la chirurgie esthétique a été introduite, on y avait les mêmes objections qu'on a maintenant contre la neurologie cosmétique, c'est contre l'amélioration des capacités de l'être humain. Et la chirurgie esthétique est passée dans les mœurs, enfin pour certains métiers en tout cas. Et étant donné
la société dans laquelle on vit et la valorisation que l'on fait des performances intellectuelles, si on trouve des substances psychoactives efficaces, on les emploiera. Et c'est le même problème du dopage dans le sport. Hein. Mais même maintenant, on a quelques études. Alors c'est difficile de mesurer les effets réels parce qu'il y a un effet placebo qui est très très net. Quand on lit les rapports des gens qui ont pris différentes molécules, c'est invraisemblable. On a l'impression qu'ils sont devenus des demi-génies. Et puis quand on fait des études de population, franchement, c'est pas évident. Il y a même qui pensent que ça pourrait améliorer la justice sociale parce que ça diminue les performances de ceux qui sont très bons et augmente celles de ceux qui sont pas bons. Bon, ça, c'est des résultats partiels. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, c'est peut-être un peu pessimiste, mais le jour où on a des molécules psychoactives efficaces, elles seront prises. Et il suffit de regarder notre histoire. Bon, moi qui suis de la génération 68, on fumait la moquette et d'autres choses, dans l'idée d'acquérir des états de conscience supérieurs qui nous permettraient de développer toutes nos potentialités. Et c'est quelque chose qui malheureusement, enfin ou heureusement, est au cœur j'irais dire, de la condition humaine. Et personnellement, je ne vois pas comment on pourrait gérer ça de manière, en tout cas, restrictive. Philippe Boyat et puis Pierre-Édouard Kerley. Si vous permettez, cette dernière question du professeur Nissan me fait penser à ce que nous avons dit l'année dernière en matière de transplantation d'organes. Est-ce qu'on va vers l'homme réparé ou est-ce qu'on va vers l'homme augmenté? Et qui va décider à quelles conditions l'homme augmenté est admissible ou pas? Là, je pense quand même qu'on a des questions d'éthique qui se posent. Et est-ce que la science est vraiment là pour avoir des applications qui n'ont plus rien à voir avec la thérapie? C'est une vraie question. Pierre-Édouard Kerley. C'est une question d'autant plus importante qu'elle apparaît sournoisement dans nos armes thérapeutiques. Je vais vous donner un exemple. Dans le traitement chirurgical de l'épilepsie, il y a une méthode qui consiste à stimuler le nerf vague, qui est un nerf dans le cou, qui donc on met une pile qui envoie du courant, et ça va simplement, disons, activer certains circuits et diminuer les seuils de production, si on veut, des crises d'épilepsie, qui peut être très efficace. Mais ce traitement s'est avéré aussi efficace sur l'humeur, c'est-à-dire des gens qui ont vu enfin, ils étaient un peu déprimés, et puis ils se sont vus être beaucoup mieux. Et en fait, on a assisté, ça nous a tous frappés, on a assisté à une certaine dérive, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que c'est clair, qui est très, comment dire, qui est très orientée par l'industrie. Vous vous rendez compte, si vous mettez une pile à tous les déprimés, je prends la liste après, j'ai du mal à garer ma voiture après, tellement elle sera grosse. Bon, bref. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Non, mais je rigole tout ça, mais c'est exactement ça. L'histoire de la voiture, l'histoire de tout ça. Mais c'est pas en France. Hein. Et en fait, oui, il y a eu un lobbying, on peut dire ça comme ça, mais posez-les donc aussi aux déprimés. Et même une sorte d'étude qui a été faite, qui a une valeur scientifique absolument nullissime, ça vous ferait peur. Mais en fait, oui, il faut mettre des stimulateurs à tous les déprimés. Et c'est très insidieux, hein, et c'est très bien fait. Quand vous lisez le papier, c'est en anglais, alors ça va, mais, vous voyez, vous dites, ah ben oui, mais pourquoi est-ce que je ne le mets pas aux déprimés? Et donc, voilà, la consommation de choses pour un bien-être, c'est plus de la médecine du tout. Enfin, encore que, excusez-moi, mais la dépression, c'est de la médecine. Enfin, voilà, mais on est à frontière absolument. Mais ça, Madame, non, elle était là avant. Marc, tu veux intervenir? Non, effectivement, c'était un petit peu pour la question des laboratoires pharmaceutiques et des conflits d'intérêts, notamment avec le matériel implantable, qui peuvent amener à des biais parce que, en fait, pour les études, l'industrie va être là et va avoir peut-être tendance à promouvoir des techniques coûteuses. C'est vrai qu'un stimulateur cérébral, c'est 20 à 30 000 euros. Et il peut y avoir des biais également dans la publication des résultats. C'est-à-dire qu'une étude avec des stimulateurs qui vont donner des bons résultats va être plus facilement publiée
aucune étude où les stimulateurs se seront avérés inefficaces. D'accord. Madame, puis monsieur. Je voulais remercier pour la qualité les intervenants pour la qualité de ce qu'ils nous apportent, et particulièrement le docteur Kerli, parce que je trouve qu'avec humour et simplicité, il nous a parlé de son métier avec beaucoup d'amour. Mais j'ai une question, parce que je me demande, ces médecins comme vous qui sont tellement stressés, qui font un métier extraordinaire, est-ce que vous avez des coachs, des accompagnements qui vous aident à faire votre métier dans une éthique? Parce que ce que vous nous avez dit, ça paraît quand même terrible. Et au nom de l'éthique, êtes-vous Protégé. protégé vous-même? Voilà. Et une dernière question par rapport aux directives anticipées. Je pense qu'effectivement, quand on nomme ces personnes de confiance, il ne faut surtout pas nommer 2 personnes de sa famille. Il faut en mettre une. Pour aller dans votre sens, il faut mettre votre meilleur ami, parce que lui ou elle, il pourra dire vraiment ce que vous voulez. Et ça évitera certaines dérives. Merci. Alors, qui veut répondre à sa question? Êtes-vous coaché, bordé? Alors, bon, on va être très pratique. Hein. Le coach, il est à la maison quand je rentre. C'est bien ce que je pensais. Il est au service. Ma secrétaire, elle coach beaucoup. Et alors, dans un bloc opératoire, je peux vous dire qu'on est très coaché. Parce qu'il y a une exigence, et c'est très important ce que vous dites, il y a une exigence de qualité. Je suis en train d'en souffrir d'ailleurs, parce que bon voilà, parce que les gens qui travaillent avec nous, c'est très important, les gens qui travaillent avec nous veulent de la qualité, ils veulent pas travailler avec des gens qui font n'importe quoi, de préférence. Et ils nous coachent dans ce sens-là. Ils veulent pas parce que bon, il y a plein de professeurs et tout. Donc nous, on est assez éloignés. Moi, j'ai de la chance, j'étais un jour dans l'hôpital, donc je sais ce que c'est d'être de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est très important. Mais en fait, oui, ils sont très proches. Et moi, j'adore. Je demande à la moi, je ne sais pas le Putzfrau, excusez-moi. Hein, c'est-à-dire que celle qui fait les sols, hein, celle qui fait les sols ou l'aide-soignante qui apporte la tisane, vous voyez, il m'apporte comment dire, beaucoup de lumière. Et les coachs ne sont pas des gens super intellectuels, tout ça. C'est des gens du pratique. Et puis il y a le public. Il y a aussi le public. Monsieur. Je me permets de remonter sur votre question, Israël Nissan. Vous avez demandé cette question d'augmentation et j'ai écouté un débat absolument fabuleux sur le fait de cette réflexion que aujourd'hui on va être capable de proposer aux gens quelque chose qui sur le plan performance à court terme, je dis bien court terme, va augmenter leur capacité de performance. Et dans un monde qui est drivé, qui est poussé par l'économie, c'est quelques personnes qui prennent ces outils de performance rapide vont devenir plus performants que certains d'entre nous, et j'en fais partie, qui refuseront ce genre d'action. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dérive absolument faramineuse, qui est que comme ces gens sont plus performants à court terme et qui prennent des positions dominantes dans la société pour prendre des positions de pouvoir, des positions d'argent, des positions, etc., eh bien, ces gens-là nous forcent dans une société où finalement on peut se poser la question, l'être augmenté ne va-t-il pas diriger nos vies alors que nous, peut-être, nous n'en voulons pas? C'est un peu le cas avec la cocaïne, par exemple. Oui, mais c'est exactement... Bon, pour l'instant, c'est vraiment un peu de la musique d'avenir, mais je pense que ce mouvement vers le meilleur, il nous habite même indépendamment des substances psychoactives. Je vous rappelle qu'en grec, le mot vertu, ça signifie excellence. Hein. Alors bon, il y a excellence et excellence, mais je pense que ce que l'on voit, prenez l'exemple du sport, hein, dans un système compétitif où vous savez que si vous ne prenez pas telle substance, vous n'y arriverez pas, ben, vous allez la prendre. Le jour où dans votre métier, vous n'arrivez plus à faire face et qu'il existe, en admettant que ça existe, que ce ne soit pas qu'un effet placebo,
des substances psychoactives, vous allez les prendre. Et alors, vers quoi va-t-on, etc. Moi, je n'en ai pas la moindre idée, mais je pense que la possibilité même de réagir là contre ou de freiner, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, on peut la déplorer, on peut penser qu'effectivement, dans une société d'accélération des performances absolument terrifiantes, auxquelles on participe nous-mêmes. Nous, quand on engage un assistant, on fait un concours international et on veut prendre le meilleur. Puis après, on va dire, ah, mais quand même, il faut le dopage, quelle horreur, etc. On n'est nous-mêmes pas vraiment cohérents. Et moi, personnellement, je suis un peu pessimiste parce que je ne vois pas très bien comment on va arriver à gérer la situation. Socialement, j'entends. Hein. Une autre intervention à la tribune, non? Ou je passe la parole à la salle? Alors, monsieur. Question très rapide. Comment sont établis les pourcentages de risque lorsqu'on dit 1 sur 10, 1 sur 100? Y a-t-il une sorte de comptabilité centrale ou un ordinateur central qui recense les risques que tel accident ou telle dérive se produisent lors d'une intervention? Alors, il y a différentes façons de faire. Le plus souvent, les premiers chiffres sont donnés par les études justement de recherche clinique qui sont malheureusement faites généralement sur un petit nombre. Donc après, il faut étendre ces surveillances à la vraie vie, comme on dit. Et donc là, c'est la pharmacovigilance, c'est l'ANSM, l'Agence nationale du médicament, qui est censée faire ce rôle de contrôle et de comptabilité. Alors bien sûr, c'est toujours plus ou moins bien fait et on a des histoires qui ont jalonné la médecine, le sang contaminé, l'affaire Mediator, etc., qui sont venus nous montrer que parfois ces garde-fous ne sont pas toujours efficients pour des raisons multiples. Mais malheureusement, ce que je regrette, et on en revient à la discussion tout à l'heure d'un chiffre mathématique, c'est vrai que je partage tout à fait l'avis que ce rapport bénéfice-risque est un chiffre mathématique, mais qu'il ne rentre en aucun compte, ce n'est pas l'éthique. Et quand vous allez dire à quelqu'un, vous avez un risque de 1%, ma pauvre dame, de faire ça avec une tête déprimée, ou vous allez dire la même chose à cette personne, oh mais finalement vous avez 99% de chance que cet événement n'arrive pas, rien qu'en modifiant votre phrase, vous allez complètement modifier la façon dont la personne va percevoir ce risque. Et je crois qu'il y a un terme qui est important et qui, lui, se rapproche de l'éthique, c'est la confiance. Et ce qui fait la richesse de notre métier et ce qui fait sa particularité, c'est la confiance que l'on a entre le patient et le médecin, confiance mutuelle. Quand vous faites venir votre plombier pour changer un tuyau, il vous dit il vous faut un tuyau de 10, vous dites bah oui, un tuyau de 10, très bien. On ne vous demande pas un avis éclairé ou un rapport bénéfice-risque que votre canalisation explose. Donc le patient qui vient voir son médecin, lui, au départ, il est confiant. Simplement, il est pollué par tout un tas d'informations qui peuvent être négatives et c'est à vous de rétablir cette confiance. Mais cette confiance, vous ne l'obtiendrez de votre patient que si lui-même, il est en sécurité. Et c'est là qu'il est important, je partage tout à fait l'avis de Pierre Carli, quand il dit il faut tout le temps se mettre à la place du patient. Si c'était moi, si c'était ma sœur, si c'était ma cousine, est-ce que je ferais ça pour lui? Qu'est-ce que je ferais de mieux pour rendre service à mon patient? Et ça, c'est un travail qui est fatigant, qui est épuisant. Quand vous êtes en fin de journée, que vous voyez le 20e ou le 30e patient en consultation, vous dire « je vais faire le mieux pour mon patient et je vais me mettre à sa place et l'écouter, écouter ses plaintes, écouter ses revendications », c'est épuisant. Oui, mais Jérôme, là, tu viens de parler de quelque chose qui est individuel entre le médecin et le patient. Mais le patient peut perdre confiance pour des raisons d'information générale pipotées. Et la France est un des pays d'Europe où on voit aujourd'hui le cancer du foie réaugmenter, car nous sommes le pays d'Europe qui vaccine le moins contre l'hépatite B à cause de faux bruits qui sont parus. Et un autre accident est en train de nous arriver qui a fait perdre la confiance, tu me vois venir, qui a fait perdre la confiance de tout le monde, c'est qu'on a un autre vaccin contre le cancer du col de l'utérus dont on a dit sans aucun contrôle qu'il donnait de la sclérose en plaques. De fait, les gens ne se vaccinent plus et tout autour de nous, le cancer du col diminue, mais en France, il diminue beaucoup moins qu'il ne le pourrait, alors que nous sommes le pays du vaccin. La confiance a été perdue, pas à cause des médecins, mais un peu à cause d'autres choses. Alors, quel est ton point de vue? Est-ce que d'abord, ça donne la sclérose en plaques et comment peut-on se défendre contre ça?
Alors c'est un problème majeur, je l'ai vécu par 2 vagues. En effet, d'abord la vaccination contre l'hépatite B. Alors la vaccination contre l'hépatite B, c'était au moment de l'affaire du sang contaminé et de la vache folle, c'était une mauvaise période et on ne peut pas en vouloir à Bernard Kouchner à l'époque d'avoir dit « Oh là, attention, on ne va pas aller sur un 3e scandale ». Mais ce qu'on en a entendu sur les ondes il y a quelques mois, à l'automne, nouveau scandale sanitaire, le garde-asile donne la sclérose en plaques, c'est de la désinformation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends des choses comme ça et que tout le monde gobe forcément, puisqu'on entend ça sur France Info, sur France 2, sur TF1, donc sur des médias dignes de nom. Moi, ça me fait peur parce que finalement, pour l'hépatite B, il y a eu 9 études contre une qui ont montré qu'il n'y avait pas de lien avec la sclérose en plaques, et avec le garde-asile, c'est plus jeune, donc on en a moins, mais on vient d'en avoir une à laquelle j'ai participé qui montre clairement qu'il n'y a pas de lien. Le problème, c'est quand vous vaccinez 5 millions de jeunes filles et que vous avez 5000 nouveaux cas de sclérose en plaques, eh bien forcément, il va y avoir un événement qui va survenir dans les 3 mois avant la déclaration, le déclenchement de la sclérose en plaques. Comme je dis souvent aux patients, c'est pas parce que le feu se met au vert et qu'il se met à pleuvoir qu'il y a une relation de cause à effet. Donc il y a vraiment, et le problème, c'est que la problématique de l'hépatite B, personne, je pense, parmi vous n'a entendu parler de ces 9 études qui ont contredit la seule qui avait éventuellement soulevé le lièvre. Et là, vous avez entendu 2 témoignages de personnes qui ont déclenché une sclérose en plaques dans les 3 mois après leur vaccination. Forcément, on vaccine les jeunes femmes et c'est une maladie de la jeune femme. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'étude qui vient de sortir et qui contredit scientifiquement ces allégations? Non, bien sûr. Donc là, et je pense qu'il y a des journalistes dans la salle, attention à la façon dont l'ère moderne véhicule les informations. Dans les années 60, dans les années 70, quand on allait voir son médecin, on allait le voir en se disant « il va me faire du bien ». Maintenant, les patients vont voir leur médecin en se disant « qu'est-ce qu'il va me faire comme mal, comment il va m'empoisonner ?» Donc il faut absolument changer ce regard vis-à-vis de nous, puisque cette confiance dont je parlais tout à l'heure, tout autour de nous, notre environnement fait que c'est battu en brèche. Même par les lois des droits des patients qui sont tout à fait légitimes, mais qui d'emblée, quand le patient arrive, prend l'ascenseur et voit le droit, il n'a jamais de devoir. Si, normalement, il a le devoir de faire confiance à son médecin et au médecin de faire, lui, l'effort d'acquérir la confiance de son patient. C'est fondamental, on ne peut pas continuer dans la relation médecin-patient si on n'a pas cette confiance mutuelle. Sauf que la conscience a été trahie par le Mediator, a été trahie par le sang contaminé. Et quand tu dis le patient a le devoir de faire confiance à son médecin, ça, il y a la fêlure du monde avant ça. Combien d'autres médicaments se sont avérés efficaces et combien de maladies a-t-on réussi à soigner pour une affaire Mediator? Je crois qu'il faut aussi relativiser. Ok. Madame? Oui, alors moi, je voudrais revenir sur la grande humanité de Pierre Kerli, qui est pour moi une personne admirable. Qu'il voit qui vous êtes. Mais vous venez de parler justement de la confiance, et c'est à ce sujet que je voulais m'exprimer. Il faut quand même dire que lorsqu'on vient chez une personne de votre gabarit, vous savez, et nous, on ne sait pas. On ne va pas, avant de venir chez vous, potasser 3 bouquins de médecine. De toute façon, ce n'est pas notre spécialité. Donc, pour moi, la confiance, c'est absolument la base de tout. Et puis, comme dit, on n'est pas sur un plan d'égalité avec un médecin. Pour moi, c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a l'art. Et moi, je suis obligée de m'abandonner, entre guillemets, à son savoir. Voilà. Merci. Il faudrait que je descende de l'estrade. Il y a des gens qui veulent vous applaudir, madame. Je vais répondre. Il faut que je descende de l'estrade tout de suite, là. Parce que oui, merci, mais c'est faux. On n'en sait rien. Qui ici peut vous décrire le fonctionnement du cerveau? Qui maîtrise? Et c'est ça aussi, quand on sait, bon, on a lu quelques bouquins, hein, mais mais il faut relativiser ce que c'est important, en particulier par exemple dans une intervention chirurgicale. Vous voyez, c'est comme moi je dis toujours, c'est un peu comme c'est comme un film d'aventure. Vous voyez, ça commence, on ne sait pas trop où on va arriver. Il faut faire très attention. Notre connaissance, elle est limitée. Elle est très limitée. On ne maîtrise pas toujours tout ce qu'on fait. Hein. Et ça, il faut aussi comprendre ça. C'est un aspect
Dans les molécules, enfin, c'est la même chose qu'en chirurgie. On injecte des choses, mais parfois on a des effets, on va dire, surprenants. Nos interventions, elles peuvent terminer beaucoup mieux, ça arrive aussi, hein, qu'on pensait, ou beaucoup plus mal. Moi, je voudrais que vous compreniez ça. Notre connaissance, c'est une chose, mais elle n'est absolument pas la garante de ce qui va se passer. Et c'est, on va dire, il ne faut pas nous mettre comme ça sur une estrade. La remarque de Madame laisse entendre que le paternalisme, c'est-à-dire la posture du médecin qui saurait pour du père qui saurait pour son enfant ce qui est bon pour lui, qui était l'éthique médicale qui prévalait autrefois, devrait subsister face à l'autonomie qui nous vient des droits de l'homme, le contrat entre des égaux, et le médecin et le patient sont des égaux, et l'autonomie qui nous est réclamée par la société. Alors entre ces deux éthiques, Bernard Berchi, l'éthique du paternalisme d'antan et l'éthique de l'autonomie qui nous est réclamée par les sociétés d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que les médecins qui sont sollicités par des attitudes paternalistes de la part des patientes doivent abandonner ce paternalisme? Bon, effectivement, c'est un débat qui est peut-être un peu moins aigu maintenant, mais qui a été très fort entre l'autonomie du patient et la bienfaisance médicale. Et quand la bienfaisance s'imposait indépendamment de l'autonomie, sans le consentement libre et éclairé du patient, on parlait effectivement de paternalisme. Alors il faut d'abord resituer les choses historiquement. C'était après la Deuxième Guerre mondiale que ce mouvement s'est développé, un moment où on avait les horreurs nazies derrière, c'est-à-dire des médecins qui avaient fait pique-pendre à leurs patients sans leur demander bien sûr leur consentement, et même s'ils l'avaient demandé, de toute façon c'était immoral. Plus d'autres scandales qui sont nés aux États-Unis, alors en bonne partie sur fond d'apartheid, c'est-à-dire des expériences faites sur les Noirs sans leur consentement, mais aussi sur des personnes âgées dans des asiles sans leur consentement. Il y a une réaction de la société civile, des avocats, mais pas uniquement, de la société civile qui a consisté à dire « ma vie m'appartient ». On ne doit pas pouvoir intervenir en moi sans que je donne mon accord. Et il n'est pas impossible que, surtout dans une société libérale, le médecin et moi ayons des valeurs différentes. Donc le médecin ne doit pas pouvoir intervenir sans que j'ai donné mon accord. C'est ça la théorie du consentement libre et éclairé. Maintenant, le patient est tout à fait libre de dire « Docteur, je vous fais pleine confiance, passez comme ça, faites pour le mieux pour moi ». Et ça, c'est une expression de sa propre autonomie. Simplement, le patient doit donner son accord. C'est ça l'idée de la doctrine, et on n'a plus le droit d'intervenir sur le patient sans lui demander son accord. Alors, bien sûr, c'est formel, bien sûr, il y a des limites, bien sûr, c'est difficile. On a parlé aussi quand on annonce au patient un diagnostic très sombre. On ne peut pas lui dire, vous, qu'est-ce qu'on va faire alors? Dites-moi, c'est pas bien entendu. Mais l'idée fondamentale, c'est que chacun, en fond, est le sujet et le maître de sa propre vie et de sa santé. Et c'est lui, en définitive, qui a autorité pour dire ce qu'on peut lui faire. Ça, c'est le principe. Après, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Mais je pense que, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que c'est une avancée morale que d'avoir donné à chaque personne, en définitive, le pouvoir de dire ce qu'on pouvait faire de lui. Libre à lui, bien sûr, de dire au médecin, je vous connais bien, je vous fais entièrement confiance. Jusqu'à maintenant, ça s'est très très bien passé. Faites le mieux pour moi, docteur. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Philippe Boyard. Oui, je voulais réagir à l'intervention de la dame qui a pris la parole tout à l'heure. Moi, je ne voyais pas tellement ça comme du paternalisme, et je comprends très bien la réaction que vous avez eue. C'est de dire, mais au fond, moi, je fais confiance à mon médecin. Et vous l'avez dit vous-même, s'il n'y a pas une vraie relation de confiance entre le médecin et son patient, on va tout de suite au-devant de certaines dérives. C'est fondamental. Et en préparant ce panel avec Laurence Wolf, je disais, moi, une fois, j'étais confronté à une opération assez délicate pour mon fils. Et effectivement, j'ai dit, professeur, que feriez-vous si c'était votre fils? Alors, je le mets dans une situation épouvantable. En fin de journée, vous l'avez dit, vous êtes fatigué. Et en plus, voilà que vous devez assumer une responsabilité supplémentaire. Mais je crois que ça ne manifeste pas un paternalisme, mais ça manifeste une relation de confiance qui est nécessaire entre le médecin et son patient. On n'entend pas. Bon. Et elle a dit merci pour votre mise au point. Monsieur, madame, on n'entend pas parler en fait. Hein. Monsieur. Bonsoir.
vous nous avez parlé assez longuement du traitement des malades. Ensuite, M. Berchi a enchaîné sur la tentation du traitement des non-malades, en laissant entendre que cette tentation était grande et sous-entendant qu'il y aurait des applications prochaines et rapides. La question que je pose, c'est quels sont les arguments opposables à cette tentation de traitement du patient non malade? Il y a un argument très rapide, c'est l'argument du terrain de football. C'est-à-dire que si les gens du premier rang se lèvent, à la fin, tout le monde doit se lever et on ne voit pas mieux à la fin. Donc c'est l'idée que s'il y a une concurrence au meilleur, on va tous être, dans le fond, contraints de s'améliorer, parce que sinon on sera complètement dépassé, on sera largué. C'est comme si vous voulez faire certains sports professionnels, j'ose pas en parler publiquement, et que vous ne vous dopez pas, il faut choisir un autre sport, parce que vous n'avez juste plus aucune chance. Donc c'est un peu cette idée de course aux armements qui vont faire qu'en définitive, personne ne sera mieux, tout le monde sera dans un état pire, et on n'y aura pas vraiment gagné. Par rapport, peut-être qu'on y aura gagné quand même, puisque tout le monde sera meilleur. Et c'est vrai que le meilleur, c'est un des buts de l'être humain depuis tout le temps. On a essayé de s'améliorer par des moyens profondément inefficaces pendant des siècles. Si on trouvait la pilule de l'amélioration morale, est-ce que vraiment on penserait encore qu'il faudrait ne pas la prendre? Est-ce que vraiment l'effort est si important que le résultat ne compte pas? Oui, je n'ai pas de réponse absolue. Mais je pense que ça pose toute une série de problèmes sur la condition humaine qui ne sont pas faciles à résoudre parce qu'on cherche tous à devenir meilleurs, on utilise tous des méthodes, on utilise des ordinateurs. Ça n'est rien de naturel cette histoire-là et pourtant ça nous a rendus diablement plus efficaces. Pourquoi est-ce que quand on avale une pilule, ça devrait être différent que d'utiliser une machine extérieure? Où est la différence? En admettant que le risque ne soit pas différent, parce qu'il y a encore évidemment une évaluation du risque. Je pense qu'il y a énormément de questions très difficiles là autour qui devraient nous pousser à nous demander mais quelle société voulons-nous? Quel être humain voulons-nous être et pour nous et pour nos enfants? Et c'est des questions sociales que le philosophe ne peut pas régler tout seul dans son bureau, qui doivent être posées à la société. Il y avait une question encore, je crois, la toute dernière pour cette soirée. Oui, monsieur. Oui, je crois que depuis 1949, les critères de la mort, c'est l'arrêt des fonctions cérébrales. Est-ce qu'on aura un autre critère dans l'avenir? Qui veut répondre? C'est le cas en France. Ça dépend, ça varie d'un pays à l'autre. Cette définition de la mort, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'assez, en fait, qui varie en fonction du temps et qui varie aussi en fonction des époques. Par exemple, c'est ce qui pose le problème de la transplantation dans des pays comme le Japon, où la définition de la mort est différente que dans notre pays. Mais il est possible, effectivement, dans ce contexte, que la définition évolue avec le temps. Et puis je pense qu'il faut distinguer entre la définition de la mort et le critère de la mort. On peut, définir la mort, disons, c'est la cessation de la vie, mais comment la mesure-t-on? Et c'est là qu'effectivement le débat a changé. On a utilisé les 3 P à un certain moment, on a utilisé des critères cardiovasculaires, puis toutes sortes de critères. Et là, effectivement, les critères peuvent s'affiner en fonction des progrès de nos connaissances. Une toute dernière question pour la nuit. Oui, je rebondis sur la question des pilules, la pilule qui rendrait meilleur. Alors ça m'amuse parce que je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait réaliste. Et parce que voilà, nous avons tous pris à un certain moment, enfin ceux qui ont fait des études en général, ont pris au moins du café pour travailler un peu plus tard. Mais si on prenait 20 cafés, on finissait par être complètement perturbé. La même chose, enfin, j'ai un copain j'ai fait médecine et internat, puis il avait pris du Maxiton, il a travaillé pendant 3 jours, 4 jours, continuellement, et quand il est arrivé au concours, il s'est endormi pendant qu'il attendait son tour, il était complètement dans les vapes, il n'a pas réussi. Alors je reprends le Viagra. En fait, M. Nissan a dit que si on avait dit il y a quelque temps que ça pouvait exister, mais c'est depuis les
Égyptiens qu'on cherche des stimulants. Oui, ça ne marchait pas. Alors effectivement, le Viagra, on a dit que ceux qui en ont le plus bénéficié, c'est les rhinocéros. Parce que le Viagra est quand même un peu plus efficace que la poudre de cornes de rhinocéros. Et au Japon et en Chine, n'est-ce pas, ça a un peu diminué l'appétence des gens pour la poudre de rhinocéros. Oui, mais alors, oui, et puis le Viagra, de toute façon, ne fait pas une érection. Il favorise ou il stabilise, etc. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle induite par un médicament qui fabriquerait mécaniquement, enfin hydrauliquement on pourrait dire, une érection sans aucun désir pour la partenaire? Quelle est la qualité de ce plus de sexualité? Il faut quand même bien... Bon, le Viagra peut être très utile pour des gens qui ont eu des opérations de la prostate et des capacités, etc. Donc je pense qu'il faut distinguer les substances. Il faut bien savoir que l'être humain utilise des substances psychoactives depuis qu'il existe. Ça va du café, alors et c'est plus ou moins efficace. Ce qui se passe maintenant, c'est que probablement on commence à avoir des substances qui sont efficaces. Ce n'était pas le cas avant, mais moi, quand mon fils passait ses examens, je lui donnais de la vitamine B. Au moins, ça avait un effet placebo. Mais dans le fond, la démarche était la même que de lui donner une autre substance psychoactive. Les parents donnent des substances psychoactives à leurs enfants pour les rendre meilleurs. C'est la même logique. Tu vois. Simplement, maintenant, on commence à avoir des substances efficaces. Ça ne change pas le fond du problème. C'est pour ça que je suis très désarmé vis-à-vis de toute cette histoire. On a une tendance au meilleur qui est affirmée. C'est dans l'être humain, d'une certaine manière. Comment la cadrer ou l'arrêter? Comment faire? Moi, je n'ai pas de réponse. Eh bien, on va rester sur cette question. Bernard Bertschy, merci aux intervenants. Merci pour votre humour, votre humanité, votre intelligence. Merci aussi vraiment à la salle. Je peux vous dire que, sincèrement, vous êtes formidables. Vraiment. Merci beaucoup et puis à demain. Bonne soirée. Au revoir.